pourquoi est-on déjà en train de nous le vendre plus cher alors que ce même pétrole, ce gasoil, cette essence, a été acheté à un prix qui était moindre? L'État peut-il nous protéger? Face à l'envolée du prix du baril de Brent, l'État peut-il réglementer ce prix? C'est la question à laquelle on va se poser parce que, vous l'avez vu, les derniers événements en Iran, dramatiques événements en Iran, ont conduit à une envolée des prix aux pompes à essence et donc se pose légitimement la question de que peut faire l'État pour nous protéger. Alors si vous n'êtes pas déjà abonné, bien entendu, abonnez-vous. Si vous avez des idées sur la question, dites-nous en commentaire. Évidemment, avant la fin de ce flash info, vous aurez toutes les réponses à vos interrogations. Et sans plus attendre, parce que je ne vais pas vous faire miroiter sur la question, oui, l'État peut réglementer le prix de l'essence. Maintenant, je vais vous expliquer un peu le contexte dans lequel ce baril d'essence s'envole aujourd'hui et pourquoi l'État ne fait rien. Alors, comme je l'ai dit, pensez à vous abonner. On va vous faire ici une analyse juridico-politique, mais surtout juridique, de la situation sur les pouvoirs dont l'État dispose entre ses mains pour réglementer le baril de Brent et ainsi réglementer le prix de l'essence à la pompe. Clairement, une essence qui augmente, c'est du pétrole qui est acheté plus cher. Ce pétrole, lorsqu'il est acheté plus cher, va entraîner un coût des matières premières, un coût de toutes les entreprises, donc finalement une inflation, et derrière, c'est sur le consommateur final que cela se répercute. Alors tout d'abord, les récents événements au Moyen-Orient ont conduit à ce qu'on appelle un choc pétrolier. Alors qu'est-ce qu'un choc pétrolier? Ça désigne une hausse brutale, c'est quand même la moindre des choses, c'est une hausse brutale et importante du prix du pétrole sur le marché mondial. Là, tout le monde est concerné, ce n'est pas uniquement la France. Cette augmentation est rapide et elle modifie donc fortement les équilibres économiques. On le rappellera jamais assez, mais la capacité d'un État à se développer dépend de sa capacité à pouvoir s'approvisionner à moindre coût en matières premières et notamment en matière de pétrole. Alors, la France et notamment l'Union européenne est assez mal actuellement. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a évidemment un gaz qui aujourd'hui est beaucoup plus cher qu'il ne l'était il y a quelques années, et ce en raison de la guerre russo-ukrainienne. Ça fait partie des mesures de représailles qui ont été mises en place par l'Europe, les paquets de sanctions, et qui notamment interdit à tous les pays de l'Union européenne de s'approvisionner en gaz auprès de la Russie. Ce qui veut dire qu'on va acheter ce même gaz auprès des États-Unis à un prix beaucoup plus élevé. Et aujourd'hui, on a donc le choc pétrolier causé par la guerre en Iran entre les États-Unis et Israël depuis les frappes états-uniennes et israéliennes le 28 février 2026, qui ont conduit à un choc pétrolier, comme on l'avait déjà connu dans la guerre Irak-Iran en 90. Alors, face à cette hausse incontrôlée, en tout cas, ça semble totalement incontrôlé, on a déjà des stations-service qui vendent à plus de 2 € le litre de gasoil et d'essence. Dites-nous d'ailleurs en commentaire à combien s'élève le litre vers chez vous, mais ça commence à prendre une tournure qui est extrêmement dramatique. On rappellera que les gilets jaunes sont sortis lorsque le prix du gasoil était à 1,50 €. Vous voyez que c'est une autre époque. Eh bien, tout d'abord, rappelons une chose, c'est qu'en France, dans l'Union européenne notamment, c'est la liberté des prix et de la concurrence. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est une ordonnance de 86, du 1er décembre 86, qui aujourd'hui est codifiée à l'article L410-2 du Code de commerce. En d'autres termes, en France, on ne va pas réglementer les prix dans les moindres détails. On laisse le marché faire le prix de la concurrence. On part du principe et du postulat que les prix sont fixés par l'offre et la demande. Donc, voilà comment se déroulent les choses. Les hydrocarbures constituent donc un marché qui est fortement mondialisé, dans lequel les événements géopolitiques peuvent provoquer des fluctuations rapides des prix. On l'a vu ici, un événement en Iran a des répercussions immédiatement à la pompe à essence à côté de chez vous. C'est véritablement l'incarnation de l'effet papillon. Alors, face à l'augmentation du prix de la pompe, vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux à nous avoir interpellés, à nous avoir dit « Mais maître, finalement, ce prix qu'on est en train de payer à la pompe, c'est un prix qui a été, c'est une essence qui a été achetée à moindre prix il y a déjà plusieurs mois de cela. Donc pourquoi est-on déjà en train de nous le vendre plus cher alors que ce même pétrole, ce gasoil, cette essence, a été acheté à un prix qui était moindre ?» Alors, vous allez
appréciez ou non l'argumentation, parce que je me suis posé également cette question, et en réalité, vous allez voir, c'est assez logique. En réalité, les distributeurs de gasoil et d'essence partent du postulat que pour se réapprovisionner, ils vont devoir racheter du pétrole à un prix qui sera supérieur, un prix qui correspondra à ce qu'il est actuellement. Quand vous avez 20% des réserves mondiales de pétrole qui ne peuvent plus librement circuler sur le marché, évidemment, ça raréfie la matière première et ça entraîne une augmentation de ce coût. Ainsi, les grands distributeurs savent déjà qu'ils vont devoir racheter des barils de pétrole à un prix qui sera supérieur. Et donc, comme ils savent déjà qu'ils vont devoir payer un prix supérieur, ils le répercutent tout de suite à la pompe, afin d'anticiper cette augmentation qui va intervenir. Donc, on apprécie ou pas le raisonnement, mais en tout cas, ici, c'est assez économique. Si vous savez déjà que pour racheter de la matière première, vous allez devoir augmenter vos prix parce que sinon, vous ne pourrez pas le racheter, ou si vous le rachetez, vous allez faire des pertes, c'est assez logique. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce pétrole qui a été acheté à un prix qui était moindre il y a plusieurs mois est déjà vendu plus cher pour anticiper le réapprovisionnement. Et donc là, vous avez une explication de la réflexion macroéconomique qu'ont ces distributeurs de pétrole pour justement se réapprovisionner. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez une entreprise, en général, c'est un raisonnement qui est assez logique. Vous allez répercuter directement sur vos consommateurs l'augmentation du prix de votre matière première. Alors, cette hausse, finalement, en tout cas, elle est logique. Elle répond à une offre de la demande. C'est l'offre et la demande sur le plan mondial. Donc, là-dessus, on ne va rien pouvoir y faire. On sait que ce prix va augmenter. L'État peut-il nous protéger? Question dont on peut tous se poser légitimement la question. La réponse est oui. L'État peut vous protéger. Dans ce même article L410-2 du Code du commerce qui vous dit que c'est la liberté des prix et de la concurrence, il y a aussi, évidemment, des exceptions. Il y a 2 exceptions, vous verrez, qui sont très intéressantes et qui ne sont pas forcément liées uniquement à la question du conflit irano-états-unien. Le premier, c'est lorsque la concurrence est limitée. Il y a des situations dans lesquelles la concurrence est géographiquement, matériellement limitée. Donc le jeu de la concurrence fonctionne mal, ce qui fait que les prix sont fixés finalement par une personne ou par une toute petite série de personnes. Dans ce cas-là, l'État peut, pour des raisons géographiques et locales, réglementer la concurrence des prix. Dans ce cas-là, il prend un décret en Conseil d'État et ce mécanisme est par exemple souvent utilisé dans les Outre-mer où ici, évidemment, notamment le prix de l'essence, du gasoil est réglementé par l'État pour éviter une flambée des prix parce que, vous l'aurez compris, c'est difficile en fait de réapprovisionner une île. Donc géographiquement, il y a une explication qui fait qu'on sait qu'on aura toujours une concurrence très limitée sur ce secteur géographique. Ça, c'est la première exception, le secteur géographique qui empêche la libre concurrence des prix et des marchandises. La deuxième, c'est celle qui nous intéresse. Ce dispositif permettrait donc, L410-2, de limiter les prix et de les réglementer lorsque notamment on a une situation de crise, de circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou encore une situation manifestement anormale du marché. Voilà les situations. Encore une fois, on le rappellera, il n'y a aucun texte qui définit ce qu'est une crise, une circonstance exceptionnelle, si bien que l'État qualifiera de crise ce qui est une crise pour lui au moment où il le décidera. On l'a vu pendant la crise sanitaire, on l'a vu pendant la crise énergétique. Lorsque l'État veut mettre en place des mesures de délestage, lorsqu'il laisse le prix de l'électricité augmenter, ça ne pose pas de problème. Donc là, ici, dans ce cas-là, si l'État veut mettre en œuvre une mesure de réglementation des prix, il peut le faire, il prend un décret en Conseil d'État. L'avantage de ce décret, c'est qu'il peut être contesté éventuellement par les opérateurs et les distributeurs qui s'estimeraient comme étant lésés. Et donc se pose une autre question. Est-ce que l'Union européenne nous interdit de réglementer les prix, de limiter la hausse? Alors là aussi, votre serviteur a fait ses recherches et la réponse est non. L'Union européenne n'interdit pas en soi la diminution, la réglementation des prix. En revanche, évidemment, le droit de l'Union européenne, c'est le principe de la libre concurrence, la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes. Donc, si vous êtes là en train de réglementer les prix, il ne faut pas que ça crée de la distorsion du marché entre différents États et que ça entraîne une distorsion de la concurrence. Donc, dans ce cas-là, l'Union européenne demande à ce que, si jamais vous prenez de telles mesures, à ce qu'elles soient justifiées, nécessaires et proportionnées.
En d'autres termes, elle n'interdit pas par principe une réglementation des prix, elle demande simplement à ce que cette réglementation soit strictement proportionnée, de manière à ne pas durablement porter atteinte à la libre concurrence des services, des capitaux, des personnes et euh, des capitaux, des personnes, bref. En conséquence, la conclusion de tout ça, c'est que l'État peut évidemment réglementer le prix des hydrocarbures. S'il ne le fait pas, parce qu'il y a 60% de taxes, que ça va faire rentrer énormément de recettes fiscales et que, je viens de le voir là passer dans la presse juste avant cette émission et ce flash info, Sébastien Lecornu, notre Premier ministre actuel, a indiqué qu'il allait exercer des contrôles dans les stations-service. Ouh là là, qu'est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qu'on a peur? Parce qu'évidemment, ça ne va rien changer. D'accord? C'est pour dire, vous avez vu, on fait quelque chose, on est fort, on bombe le torse, mais dans les faits, on ne fait rien. Et on ne fait rien alors que l'article L410-2 du Code de commerce permettrait à l'État de dire demain, je siffle la fin de la partie, je réglemente les prix, je ne veux pas que le prix du gasoil ou du pétrole soit supérieur à tant, et on fait ça juste le temps de la guerre, tant que les événements, les hostilités se déroulent en Iran. Le temps nécessaire. Ça ne peut pas durer plus de 6 mois, c'est ce qui est prévu par les textes. Dans ce cas-là, on voit sur quelques mois et on renouvelle la mesure éventuellement jusqu'à 6 mois, ce qui permet déjà, dans l'attente aux Français, de conserver leur pouvoir d'achat, parce que quand vous êtes amené à devoir accéder à une essence qui est plus chère, c'est une augmentation de tous les services, de toutes les marchandises, et donc une inflation qui va avoir lieu quand derrière, les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Donc à la fin, le consommateur final, c'est celui qui va trinquer, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Et derrière, l'État pouvait faire quelque chose et il l'a refusé. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous si vous avez aimé cette analyse juridique. Et évidemment, on se retrouve tout de suite pour l'émission Justice citoyenne avec Pierrick Thévenon sur les pouvoirs du maire. A tout de suite.